Bonjour, bienvenue dans La séance est ouverte. Dans cet épisode, je vous propose de voir ou de revoir l'examen de la proposition de loi sur le 1er mai. Elle veut permettre aux salariés de certains secteurs, comme les boulangeries, les cinémas ou les fleuristes, de travailler ce jour-là. C'était un débat avorté, dans une ambiance survoltée. Direction l'hémicycle, regardez. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, vous allez examiner aujourd'hui une initiative législative venant du Sénat visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai, portée par le président Hervé Marseille et la sénatrice Annick Billon, et qui a été votée le 3 juillet 2025 dans la Chambre haute. Soyons clairs, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, ce texte ne signifie pas la fin du 1er mai dans notre pays. J'ai parfaitement conscience de la signification sociale de ce jour particulier et de son statut à part dans le Code du travail et dans l'histoire de notre pays. Vous avez été nombreux à en rappeler l'origine. Le 1er mai, comme jour obligatoirement chômé et donc payé, remonte à avril 1919, en même temps que le vote de la journée de 8 heures. C'est une conquête du monde ouvrier. En pleine période d'industrialisation, il symbolise les grandes avancées sociales visant à encadrer les conditions de travail et à donner aux travailleurs une vie digne. Quand on est ministre du Travail et des Solidarités, on est attaché à cette journée de cohésion, et ce d'autant plus que les défilés des principales confédérations syndicales du pays ce jour-là rappellent la vitalité de notre démocratie sociale. C'est une fête célébrée dans le monde entier. On parle bien de journée internationale des travailleurs. Dans le contexte géopolitique actuel, soyons tous sensibles à cette dimension universaliste du 1er mai. Elle est porteuse d'espoir pour de nombreux travailleurs, en particulier dans les pays où ils restent confrontés au travail forcé, au travail des enfants, aux mauvaises conditions de travail ou tout simplement à la négation de leurs droits. Je souhaite donc redire avec force l'attachement du gouvernement au 1er mai, aux valeurs, aux conquêtes sociales, aux symboles qu'il véhicule en France et dans le monde. Je crois pouvoir dire que cet attachement est largement partagé par une grande majorité de ces bancs. À ceux qui s'inquiètent d'une possible libéralisation du travail le 1er mai, je dis qu'il ne s'agit pas de l'intention du gouvernement. Il me semble d'ailleurs que ce n'est pas celle non plus des sénateurs auteurs de cette proposition de loi, ni des députés qui ont choisi de l'inscrire dans leur niche. Il nous faut donc trouver un équilibre pour répondre aux inquiétudes des professionnels qui ne comprennent pas pourquoi ce qu'ils ont toujours fait de manière consensuelle pendant des années leur est aujourd'hui reproché, comme aux objections des organisations syndicales qui y voient une remise en cause du caractère férié et chômé du 1er mai. Avec ce texte, vous allez débattre du besoin légitime de clarifier les possibilités d'employer des salariés le 1er mai, exprimées par un certain nombre de professionnels, dont une majorité d'artisans et de petits commerces. Je pense notamment à la réaction des boulangers l'année dernière devant des contrôles qui interrogeaient une pratique ancienne et considérée jusqu'à présent encore comme consensuelle et d'usage. L'équilibre de ce texte, c'est celui de la clarification du droit applicable pour sécuriser des établissements sur des secteurs très limités afin de répondre à des besoins du public s'inscrivant dans la tradition du 1er mai ou la continuité de la vie sociale. Pour avoir un débat que je souhaiterais le plus apaisé possible, calme et constructif, il me semble utile d'avoir une photographie claire de l'état du droit comme des pratiques en vigueur aujourd'hui. D'abord, il faut le rappeler à celles et ceux qui nous regardent, il existe bien aujourd'hui une dérogation permettant à certains employeurs de faire appel à leurs salariés le 1er mai, dès lors que l'activité de leur établissement ne peut pas être interrompue. Les salariés concernés reçoivent comme contrepartie une rémunération doublée ce jour-là. Il est donc factuellement erroné de dire qu'aucun salarié ne travaille le 1er mai. Je pense évidemment aux salariés de droit privé qui contribuent à des missions essentielles de service public, dans le transport de voyageurs par exemple, ou dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. On l'imagine également pour les activités d'hébergement ou de restauration. Tout le monde comprend que, même le 1er mai, il est nécessaire d'assurer la continuité de la vie sociale et économique du pays et de nos services publics. C'est d'ailleurs ce principe qui a justifié qu'un nombre très restreint de professionnels fassent appel à leurs salariés ce jour-là. Pour la plupart, il s'agit d'entreprises de proximité, là où nos concitoyens vont chercher leur pain ou acheter du muguet. Au total, nous parlons de moins de 2% des salariés de notre pays, dans l'hypothèse où tous les employeurs concernés
décideraient de faire travailler leurs salariés ce jour-là et que tous ces salariés seraient par ailleurs volontaires. Longtemps, ces professionnels ont bénéficié d'une forme de tolérance, de manière consensuelle, et je veux insister sur ce point, tant de la part des représentants des salariés que de la part de l'administration qui considérait, par exemple, dans les années 80, que les établissements bénéficiaient d'une dérogation de fait. Toutefois, il est vrai que la Cour de cassation a remis en cause cette doctrine de l'administration en 2006, en précisant qu'il n'existait pas de base légale permettant de droit à des catégories d'établissements de bénéficier du principe du chômage le 1er mai. Le juge a été extrêmement clair. Le 1er mai n'est pas un dimanche et les règles de dérogation de droit pour le repos dominical ne s'appliquent donc pas. Depuis, artisans et entreprises de proximité qui employaient des salariés ce jour-là, parce que leur activité participe à la continuité de la vie sociale et économique de notre pays, sont donc placés dans une forme d'insécurité juridique. La justification cas par cas que permet actuellement le Code du travail, outre qu'elle ne nécessite pas le recueil du volontariat, suscite des questions. Je comprends donc l'incompréhension des employeurs, mais aussi celle des salariés concernés qui attendent de notre part de la clarté. Si cette proposition de loi permet de répondre à cette attente, elle ne changera pas les pratiques passées, d'autant plus qu'elle impose le consentement du salarié pour les établissements des secteurs visés de manière limitative par cette proposition de loi. Ce recueil du consentement devra être effectué sur une base annuelle. Après le rappel de cet état des lieux, il appartient au gouvernement de prendre un engagement. Si cette proposition de loi est adaptée, le décret d'application s'inscrira dans le cadre des critères limitatifs fixés par la loi et le ministère du Travail, dans le décret, veillera à avoir une lecture stricte des secteurs concernés au plus proche des pratiques actuelles. Je le redis très clairement, le gouvernement n'a pas l'intention de permettre aux hypermarchés, par exemple, de faire travailler leurs salariés le 1er mai. Le contenu du décret sera présenté aux partenaires sociaux en amont de la publication et nous ferons le maximum pour avoir un cadre sécurisé d'ici le 1er mai. Cette position rejoint d'ailleurs celle des commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour conclure, je le redis, le gouvernement n'entend pas revenir sur l'acquis du 1er mai chômé pour l'immense majorité des salariés de notre pays, pas plus que les auteurs de cette proposition de loi. Ce texte encadre strictement, mais clairement, les conditions dans lesquelles certains établissements et services peuvent, à titre dérogatoire, faire appel à leurs salariés le 1er mai. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause le caractère férié et chômé de cette journée, mais bien de reconnaître la spécificité de certaines activités, à l'instar des boulangeries ou des fleuristes. En conséquence, le gouvernement s'en remettra à la sagesse de l'Assemblée nationale pour examiner ce texte de manière apaisée et responsable et recommande de voter ce texte de manière conforme pour accompagner la mise en cohérence de notre droit et donner ainsi un cadre juridique clair et sécurisé pour le 1er mai 2026. J'ai la conviction que ce cadre protège les droits sociaux des travailleurs et préserve le symbole que présente la fête des travailleurs dans notre histoire. En aucun cas, je vous le redis, ce texte ne signifie la fin du 1er mai et ne constitue pas davantage une attaque délibérée contre les droits sociaux dans notre pays, contrairement à ce que certains, ici, cherchent à faire croire aux Françaises et aux Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Thibault Bazin, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Chers collègues, s'il vous plaît. Mais c'est pas ça va. Si c'est pas pour nous, il y a aussi des personnes qui sont là dans le public et qui n'entendent pas. Voilà. Donc si c'est même pas par respect pour les uns et les autres, bah oui, il y a peut-être des gens que ça intéresse ces débats. Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Avant d'en venir à l'objet du texte que nous examinons ce matin, je voudrais rappeler les conditions particulières dans lesquelles cette proposition de loi a été examinée. Comme vous le savez, celle-ci avait d'abord été inscrite à l'ordre du jour de la journée réservée du groupe Droite républicaine, qui s'est tenue le 22 janvier dernier. Le 14 janvier, notre commission des affaires sociales l'avait adaptée sans modification à l'issue de débats riches et respectueux. La niche du groupe DR a cependant été marquée par l'emploi de nombreux moyens de procédure visant à ralentir les débats dans le seul but d'empêcher l'Assemblée nationale de se prononcer sur plusieurs des textes dont a été saisis, ce qui avait notamment empêché que cette proposition de loi soit examinée.
Je le déplore d'autant plus au regard de l'objet de ce texte, dont l'examen s'inscrit dans un calendrier nécessairement contraint à mesure que nous approchons la date du 1er mai. Aussi, je me réjouis que le groupe Ensemble pour la République se soit inscrit dans la continuité de notre groupe en faisant en sorte que cette proposition de loi puisse être examinée aujourd'hui. Je reviens maintenant au fond de ce texte. Parmi les 11 jours fériés reconnus par la loi, le 1er mai occupe une place singulière. Il est en effet le seul dont le caractère chômé est inscrit dans la loi elle-même. Cette particularité résulte d'une histoire sociale dense qui exige que nous l'envisagions avec prudence et respect. J'y suis attaché. Je voudrais rappeler brièvement l'origine du 1er mai. Dès la fin du 19e siècle, le 1er mai a été accordé comme jour de repos par certaines municipalités qui, selon l'expression de notre collègue Adrien Clouet dans un ouvrage récent, ont pavé le chemin de sa reconnaissance légale en tant que jour férié. C'est à la Libération, dans le prolongement des combats de la résistance, que cette journée a acquis à la faveur des lois du 30 avril 1947 et du 29 avril 1948 son statut de jour férié et chômé, caractère qu'elle a conservé depuis. Et cela va continuer, nous y tenons. Depuis 1947, la loi prévoit une dérogation au chômage du 1er mai dans le cas des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail et précise que les salariés concernés ont droit au doublement de leur rémunération. La portée de cette dérogation est nécessairement sujette à interprétation dès lors que la loi ne mentionne ni les catégories d'établissements qui en relèvent, ni les critères en vertu desquels un employeur pourrait s'en prévaloir. Certaines structures paraissent en relever naturellement, à l'instar de celles assurant des missions de service public essentielles, telles que les hôpitaux ou les services de transport public. Dans d'autres cas, l'appréciation du champ de la dérogation légale peut s'avérer plus délicate, dès lors qu'elle suppose de déterminer quelles activités sont nécessaires à la continuité de la vie sociale. Selon une position administrative ancienne, énoncée notamment en 1980 et 1986 par Martine Aubry, les employeurs dont l'activité donne lieu à une dérogation permanente de droit au repos dominical étaient réputés satisfaire à cette condition. Cette interprétation présentait un intérêt pratique dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur définissaient une liste des établissements et services concernés. Aussi, au sein de certains secteurs, tels que celui des boulangeries et des pâtisseries, l'occupation des salariés le 1er mai ne posait d'ordinaire pas question, étant même volontaire compte tenu notamment du doublement de leur rémunération. Il en allait de même dans le cas des fleuristes et des jardineries qui vendent le muguet que l'on s'échange ce jour de l'année, ce qu'au demeurant, les particuliers sont également autorisés à faire sur la voie publique sous certaines conditions en vertu d'une tolérance propre à la journée du 1er mai. Certains établissements culturels, en particulier des cinémas, ouvraient aussi ce jour de l'année. Cette interprétation de la loi a cependant été remise en cause par la Cour de cassation, en particulier à l'occasion d'un arrêt rendu en 2006, dans lequel celle-ci a jugé que les entreprises autorisées à accorder le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche ne peuvent être présumées remplir la condition pour faire travailler les salariés le 1er mai. Autrement dit, l'appréciation de la portée de la dérogation doit se faire au cas par cas, la charge de la preuve reposant sur l'employeur. Aussi, dans un nombre très limité de cas, à partir de 2023, des employeurs qui ouvraient traditionnellement à cette date et faisaient travailler leurs salariés ont été injustement verbalisés pour ce motif, notamment en Charente, en Vendée et à Paris. En particulier, 5 boulangers vendéens ont fait l'objet d'amendes pour avoir fait travailler des salariés le 1er mai 2024, avant que le tribunal de police de la Ranche-sur-Yon ne les relaxe le 25 avril 2025. Par peur de pareilles procédures eu égard à cette insécurité juridique, beaucoup de commerçants ont préféré fermer alors qu'ils ouvraient traditionnellement. Je pense à nos boulangers de proximité notamment. Si ce phénomène paraît ainsi marginal, il n'en fragilise pas moins une situation que les employeurs concernés tenus pour acquise. Au-delà des quelques cas ayant donné lieu au prononcé d'amende, c'est donc la situation de l'ensemble des employeurs des secteurs concernés qui est indirectement remise en cause, à rebours d'un usage établi. Aussi, cette proposition de loi a pour objet non pas de remettre en cause le caractère férié et chômé du 1er mai, mais uniquement de remédier à l'insécurité juridique actuellement constatée dans certains secteurs d'activité dont les entreprises ouvraient traditionnellement le 1er mai. Et uniquement cela. Pour ce faire, elle permet expressément à des entreprises qui, en vertu d'une interprétation longtemps établie de la réglementation,
on peut s'estimer autorisé à faire travailler des salariés à cette date, de continuer d'y procéder sous réserve de l'accord des intéressés. Compte tenu de la signification particulière et de l'importance de la journée du 1er mai, il était nécessaire de limiter strictement la dérogation définie par la proposition de loi à la sécurisation de pratiques ayant cours dans certains secteurs d'activité répondant à un objectif de continuité de la vie sociale. C'est précisément ce à quoi nos collègues sénateurs se sont attelés lors de l'examen du texte. Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi étendait la dérogation à l'interdiction de faire travailler des salariés le 1er mai à tous les employeurs bénéficiant d'une dérogation permanente de droit au repos dominical, c'est-à-dire aux entreprises et services dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. À l'initiative de son rapporteur Olivier Henno, la Commission des affaires sociales du Sénat a circonscrit le champ de cette dérogation en établissant une liste d'établissements concernés. Et ils ont conditionné le travail de salariés le 1er mai au volontariat des intéressés. Désormais, cette proposition de loi vise uniquement à permettre le travail de salariés au sein des commerces de bouche de proximité, tels que les boulangeries, pâtisseries, primeurs, boucheries, poissonneries, selon une formulation excluant en particulier que les entreprises de la grande distribution puissent se prévaloir de cette dérogation. Au sein des établissements assurant à titre principal la vente de fleurs naturelles, soit les fleuristes et les jardineries qui vendent le muguet que l'on s'offre ce jour. Au sein d'établissements du service culturel, à savoir les cinémas et les théâtres, dont l'ouverture répond à une aspiration habituelle du public lors d'un jour chômé. La liste des établissements concernés sera définie par un décret en Conseil d'État, dans le respect de ces catégories, dont je me suis attaché à détailler le contenu dans mon rapport, afin qu'elles soient interprétées strictement par le gouvernement et, le cas échéant, par le juge. D'autres secteurs d'activité, à l'instar de celui de l'hôtellerie et de la restauration, pourront continuer de se prévaloir de la dérogation qui figure déjà dans le Code du travail. Ce dispositif équilibré me semble répondre à l'objectif poursuivi, à savoir sécuriser juridiquement des pratiques ayant cours au sein d'un nombre limité de secteurs d'activité. Nous pouvons rassurer ceux qui craignent que la dérogation définie par ce texte ne soit étendue à de nouveaux secteurs d'activité, soit par le décret d'application qu'il prévoit, soit à la faveur d'une future modification de la loi. D'une part, la rédaction adoptée par le Sénat puis par notre commission me paraît suffisamment précise pour écarter tout risque que le pouvoir réglementaire retienne du texte une interprétation contraire à son esprit. D'autre part, loin de montrer une volonté d'étendre cette obligation, l'examen du texte au Sénat en commission et en séance a témoigné au contraire du souci de la circonscrire autant que nécessaire. Pas question de faire travailler des salariés qui ne travaillaient pas traditionnellement dans leur secteur. On peut regretter qu'il faille recourir à la loi pour régler des situations qui, jusqu'à une époque récente, n'avaient pas été remises en cause et qui n'ont d'ailleurs été que dans un nombre très limité de cas. Il aurait été souhaitable, mes chers collègues, de pouvoir s'en remettre à la négociation collective au sein des branches concernées. Mais cette intention bute sur une réalité juridique. En effet, le régime du chômage du 1er mai étant fixé par la loi, les marges de manœuvre laissées à la négociation collective sont limitées. Je voudrais conclure mon intervention en rappelant que je me suis opposé tant à la proposition de l'ancien Premier ministre François Bayrou de supprimer 2 jours fériés, qu'à celle consistant à augmenter la durée annuelle du travail de 7 heures à rémunération inchangée, formulée par nos collègues sénateurs lors de l'examen du PLFSS pour 2025. Cette proposition de loi n'a donc pas pour objet d'augmenter le temps de travail, qui relève d'un débat politique distinct. Son objet est bien plus modeste et circonscrit. Inclure expressément dans le champ d'une dérogation en vigueur depuis 1947 des entreprises qui s'en prévalaient déjà en pratique. Et uniquement cela. Donc pas de remise en cause du 1er mai pour les secteurs qui ne travaillent pas aujourd'hui. Mes chers collègues, il est important que cette proposition de loi soit adoptée rapidement si nous voulons être sûrs qu'il entre en application d'ici au 1er mai prochain, comme le souhaitent et comme le réclament les représentants des secteurs concernés. La Commission des affaires sociales a adopté ce texte sans modification, ce dont je me réjouis. Et pour les raisons de fond et de procédure que je viens d'exposer, j'invite l'Assemblée nationale à faire de même. Merci, monsieur le rapporteur. J'ai reçu de madame Nicole Dubré-Chirat et des membres du groupe Ensemble pour la République une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à madame Dubré-Chirat.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues, si on peut nous laisser nous exprimer, merci. L'Assemblée nationale examine une proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai, comme les fleuristes, les boulangers et le secteur culturel. Inscrit lors de la journée réservée au groupe Droite républicaine le 22 janvier 2026, le texte n'avait pas été examiné faute de temps. Le groupe Ensemble pour la République a donc décidé de le reprendre car celui-ci est cohérent avec notre vision du travail. Nous savons que cette journée est un symbole dans un paysage social de notre pays. Il s'agit de la journée internationale des travailleurs, jours fériés et chômés. Nous respectons les jours fériés du calendrier français et notre groupe politique, par la voix de son président Gabriel Attal, a toujours défendu le principe selon lequel le travail est source d'émancipation. S'il vous plaît. Le travail doit rester un choix, sans être une contrainte, et doit être mieux rémunéré. Cette activité reste sur la base du volontariat des artisans et des salariés. Dans ce contexte, nous avons écrit à 25 000 boulangers et 6 000 fleuristes afin de leur faire part de notre volonté de permettre l'adoption du texte avant le 1er mai prochain. Les retours ont été positifs dans leur plus grande majorité et il faut s'en réjouir. La pétition de soutien que nous avons lancée sur le sujet a recueilli 20 000 signatures à ce jour. Cette proposition de loi ne remet pas en cause le 1er mai comme jour chômé, mais met fin à une insécurité juridique qui pénalise injustement des artisans et des salariés volontaires qui ont eu une amende de 750 € par salarié. Le débat en commission des affaires sociales a été de grande qualité. Il a été sérieux et apaisé et a permis l'adoption du texte le 13 janvier dernier. Alors que nous voulons débattre en hémicycle de ce sujet important pour des milliers de commerçants dans notre pays et légiférer en leur faveur, certains groupes politiques ont fait le choix de l'obstruction parlementaire, rendant impossible l'examen de ce texte dans un délai raisonnable. Cette posture traduit une réalité, celle du mépris à l'encontre des boulangers, des fleuristes et de tant d'artisans qui se lèvent tous les matins et qui font la fierté de notre pays. Nous sommes attachés à faire la loi avec rigueur et efficacité. Nous sommes donc dans la demande de... Est-ce qu'on peut s'exprimer s'il vous plaît, dans le respect des uns et des autres? Encore une fois, il y a nous à l'intérieur et puis il y a tous ceux qui nous écoutent, notamment des tribunes, qui n'entendent rien. Rien. Je pense qu'ils sont peut-être en soutien. Les discussions sur ce texte sont impératives. Son adoption est nécessaire avant le 1er mai prochain. C'est ce qui avait été décidé. Selon les décisions qui seront prises, nous souhaitons qu'on puisse aller vers une commission mixte paritaire, si nécessaire, de manière à permettre l'adoption de ce texte avant le 1er mai prochain. Nous souhaitons un débat. Il traduit notre volonté d'éviter aussi des discussions sans fin et l'impossibilité de voter ce texte au final. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Monsieur le Président de la Commission, est-ce que vous souhaitez intervenir? Monsieur le Ministre? Non? Explication de vote. Oui, Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente, puisque vous êtes en train de faire quelque chose de scandaleux et un 49.3 parlementaire, alors que tous les syndicats sont opposés à ce texte, je demande une suspension de séance. Elle est de droit. 5 minutes. La séance est reprise. Je donne la parole à Monsieur Stéphane Viry pour les explications de vote. Non, vous lui avez donné la parole. Après. J'ai donné la parole. Bien, merci. Comment je fais? Je crois que je ne peux pas faire autrement. Merci, Madame. Alors, que fait-on, Madame la Présidente? Attendez. 2 minutes. Monsieur Peu, vous vous calmez, s'il vous plaît. Monsieur Peu.
attendez, 2 minutes. Si vous permettez que je m'exprime. Monsieur Peu, régulièrement vous appelez, vous m'avez pas appelé. Donc je vais vous laisser. S'il vous plaît. Je vais vous laisser faire un rappel au règlement. Mais monsieur Peu, vous êtes aussi dans la capacité de le faire comme vous êtes capable de hurler depuis ce matin. Donc vous auriez pu m'appeler Madame la Présidente. Monsieur Peu, rappel au règlement, je vous le laisse. Donc allez-y. Mais je ne vous ai pas entendu. On y va. Bon, merci Madame la Présidente. Si vous ne m'avez pas entendu, moi qui n'ai pas l'habitude de crier, c'est une invitation à le faire la prochaine fois. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous assistons ici au-delà du débat sur la loi elle-même, à une négation du Parlement. Parce que déposer des amendements, déposer des sous-amendements, se donner les moyens d'avoir un temps de débat approfondi sur une proposition de loi aussi inique que celle qui vise à supprimer le 1er mai, c'est les droits du Parlement. Donc, devant cette manœuvre de négation de nos droits, je demande une interruption de séance. 2 minutes. 2 minutes. La séance est reprise. Madame Châtelain. Merci Madame la Présidente. Depuis 2023, il y a une constance chez les macronistes et la droite, c'est de passer en force contre les syndicats, contre le Parlement, contre les travailleurs, et c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est une constante que vous voulez détricoter le droit du travail, que vous voulez fragiliser les travailleurs dans leurs relations face au patronat. Oui, c'est l'objectif de ce texte, et Madame la Présidente, je finirai là-dessus. Nous assistons à un 49-3 du groupe macroniste contre le Parlement. Nous demandons une suspension de séance de 5 minutes, comme c'est notre droit. C'est notre première demande de suspension, Madame la Présidente. C'est notre première demande de suspension. Non, c'est pas normal, Madame la Présidente. La séance est reprise. Monsieur le Président. Madame la Présidente, je veux d'abord saluer la présence de nombreux députés que je n'ai pas vus depuis des semaines. Qui avait fait le choix de jours chômés et indemnisés, et qui avait préféré fuir les débats plutôt que de faire preuve de courage. On l'a vu notamment dans la période budgétaire. Monsieur le Président. Je voudrais simplement dire qu'une fois de plus, on voit une manœuvre dilatoire qui consiste à contourner l'Assemblée nationale, à refuser le débat de fond que nous proposions toute la journée, un vendredi, alors que nous étions convenus avec le gouvernement qu'il n'en était pas question. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Et je vais vous demander une demi-heure de suspension de séance. Elle sera de 2 minutes, Monsieur le Président. La séance est reprise. Madame la Présidente Châtelain. Madame la Présidente, je souhaiterais faire un rappel au règlement au titre de l'article 58 sur les suspensions de séance. Madame la Présidente, et dans le respect que j'ai pour celle-ci, je voudrais signaler quand même qu'il y a une certaine forme d'inégalité. Lorsqu'il y a des journées d'initiative parlementaire par l'un des groupes de gauche, il a été plusieurs fois fait pour que chacun, à plusieurs fois reprises, il y a eu pour chacun des groupes des suspensions de séance de 10 minutes pour les premières demandes. Hier, lors de la journée d'initiative parlementaire d'Horizon, chaque groupe a eu le droit à 4 minutes de suspension de séance. Là, vous avez accordé 5 minutes à la présidente Panot, puis après, chacun des groupes de gauche ont vu accorder 2 minutes. Il me semble quand même qu'il y a une inégalité de traitement. Je voulais juste vous souligner cette jurisprudence pour peut-être pouvoir rééquilibrer. Il me semble que le règlement doit être fait en cohérence pour tous les groupes et pas de manière partisane, Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. J'ai assisté hier en effet toute la journée et j'ai vu que c'était 4 minutes puis 2 minutes. Pour un rappel au règlement. Merci. Selon quel article, Monsieur le député ? Je vais vous donner lecture de l'article 44 de la Constitution, Madame la Présidente. Les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées dans le cadre déterminé par une loi organique. L'article n'est pas très long. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. Et je viens au plus important peut-être, si le gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion
en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que le gouvernement n'est pas, lui, en train de décider d'un vote bloqué, c'est le groupe parlementaire des macronistes qui décide d'organiser une sorte de vote bloqué sur cette motion de rejet. C'est un sabordage parlementaire. Merci, monsieur le député. C'était pas un rappel au règlement, monsieur le député. Madame la présidente Châtelain. Merci Madame la Présidente. Toujours au titre de l'article 58, vous l'avez dit hier, chaque groupe a eu 4 minutes puis 2 minutes. Nous sommes un groupe différent, le groupe écologiste et social, nous ne sommes pas le groupe insoumis. Nous demandons une suspension de séance de 4 minutes dont nous n'avons pas pu disposer. Elle n'est pas accordée, Madame la Présidente. Attendez. 2 minutes, mais pas 4 minutes, ou pas 10 minutes. 2 minutes, Madame la Présidente, s'il vous plaît. On voit ce qui est en train de se passer également, donc c'est 2 minutes, Madame la Présidente. La séance est suspendue. La séance est reprise. Nous allons donc... Monsieur Peu. Pardon, merci Madame la Présidente. J'aurais bien posé une question au ministre du Travail qui est au banc sur la proportion d'arrêts maladie et de délégations de vote qu'il y a dans le groupe EPR. Monsieur. Mais en attendant, je vous demande une suspension de séance et de respecter, Madame la Présidente, les usages. Ça fait partie des règles dans notre Parlement de nous accorder une suspension de séance de 5 minutes. La suspension de séance, Monsieur le Président, est accordée pour 2 minutes. La séance est reprise. Monsieur le Président. Madame la Présidente, bon, je mesure l'excès sans doute de la proposition que j'ai formulée tout à l'heure d'une demi-heure de suspension de séance. C'est la raison pour laquelle je ne demanderai que 30 minutes. Merci, Monsieur le Président, et je mesure votre attente, mais elle sera de 2 minutes. La séance est reprise. Madame la députée. C'est un rappel au règlement ? Absolument, Madame la Présidente. C'est un rappel au règlement sur le fondement de l'article 91 alinéa 5, qui est relatif aux motions de rejet préalable. Ici, en l'espèce, vu que la motion de rejet préalable a été déposée par des gens qui soutiennent le texte, on est bien là dans un détournement de procédure qui vise à paralyser l'exercice pourtant constitutionnel du droit d'amendement que chaque parlementaire devrait défendre ici, au lieu, au contraire, de l'amoindrir. Il s'agit là clairement d'un détournement de procédure et nous vous demandons donc une réunion du bureau de l'Assemblée nationale pour délibérer sur cette question. Merci, Madame la députée. Le règlement a été parfaitement respecté. Donc la séance est reprise. Monsieur le député. Oui, merci Madame la Présidente. Un rappel au règlement en vertu de l'article 100 sur l'organisation des débats. Madame la Présidente, nous constatons que, comme l'a dit Madame la Présidente Châtelain, et comme l'a dit le président Peu, il y a des usages dans cette Assemblée, et l'usage est que, normalement, lorsqu'un groupe fait la demande en vertu de l'article 58 du règlement, la première suspension de séance est de 5 minutes, ce que vous avez d'ailleurs accordé à ma présidente, mais pas aux autres groupes. Nous nous en étonnons, et c'est pourquoi, en vertu de l'article 58 alinéa 5, je souhaiterais que l'Assemblée nationale se prononce sur une suspension de séance. Très bien, monsieur le député. Je vais mettre aux voix cette suspension de séance qui est pour. Nous allons faire un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 178, exprimé 178, majorité 90, pour 88, contre 90, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Madame la Présidente.
Merci, Madame la Présidente. Bon, vous avez décidé de ne pas donner le même temps de suspension de séance à tous les groupes, ce qui, je crois, n'est pas dans les usages de notre Assemblée et montre un déséquilibre entre des groupes. Et c'est bien la première fois que le groupe Insoumis sera légèrement avantagé dans cette Assemblée. Je tiens quand même à le signaler. Je vous demande donc une deuxième suspension de séance, ce qui est notre droit, je le rappelle, puisque vous avez tenté de le refuser tout à l'heure à la présidente Châtelain. Et j'aimerais quand même qu'on réalise que tous les syndicats de notre pays sont contre la destruction de ce droit, qui est un droit qui a été arraché dans le sang et par une décennie, par plus de 100 ans de lutte. Et donc, je veux quand même dire à quel point il est scandaleux qu'encore une fois, vous utilisiez un 49.3 parlementaire pour Madame la détourner... La séance est suspendue pour 2 minutes. La séance est reprise. Monsieur le député. Oui, merci Madame la Présidente. Je souhaiterais que les collègues qui ont été surpris par le vote tout à l'heure et n'ont pas pu se prononcer puissent se prononcer sur une suspension de séance. Je sais que la règle veut que l'on ne se prononce pas plusieurs fois sur un vote lorsque l'Assemblée n'a pas changé sa composition, mais quand 20 collègues sont rentrés après le vote, la composition de l'Assemblée a été modifiée, surtout que le vote s'est joué à 2 voix. Il est donc indispensable que nous puissions nous reprononcer. Il a raison. Monsieur le député, comme vous l'avez indiqué, l'Assemblée vient de rejeter une demande de suspension de séance. Cette nouvelle demande vise manifestement à contourner l'article 58 du règlement en vue de faire obstacle à l'article 48 de la Constitution. Je ne peux donc pas lui donner de suite favorable. Monsieur le député. Ne vous inquiétez pas, on est créatifs. Dans tes actions interflorales. Sur la base de quel article, monsieur le député? L'article 45 de la Constitution, Madame la Présidente. Je vous ai fait le 44, je vous fais le 45. Alors... oui, mais il faut que ça ait du sens, monsieur le député. Oui, absolument. Je vous écoute. Absolument. Je vous écoute. Je m'efforce d'être toujours pertinent. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les 2 assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique, sans préjudice de l'application des articles 40 et 41. Tout amendement est recevable en première lecture, évidemment, dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. J'en viens au cœur du sujet. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les 2 assemblées, un projet ou une proposition de loi... C'est le cœur du problème, c'est celui sur... C'est le paragraphe consacré aux commissions mixtes paritaires. Oui, très bien, mais c'est pas un rappel au règlement. Ah bah si, c'est un rappel au règlement, mais ça ne permet pas de gagner du temps. Très bien, je l'entends. Écoutez, il est 10h07, la journée est à peine commencée. Je crois qu'en matière de temps, on a tout ce qu'il faut, Madame la Présidente. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais... nous allons démarrer les explications de vote. Monsieur Stéphane Viry. Alors, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Et qu'est-ce qu'on fait là? Nous aussi, on veut bien... Monsieur Viry. Merci beaucoup Madame la Présidente. À ce stade des débats, au-delà du bruit dans l'hémicycle, nous avons réussi à entendre Monsieur le ministre dans sa déclaration préalable. Nous avons entendu Monsieur le rapporteur du texte. Nous avons entendu notre collègue expliquer les raisons de la motion de rejet. Et nous avons effectivement eu connaissance d'autres motions de rejet qui voulaient être déposées par des collègues. J'en déduis tout d'abord qu'il y a donc une forme de consensus sur la nécessité de rejeter avant tout débat ce texte, puisque plusieurs groupes voulaient, Madame la Présidente et mes chers collègues, déposer ce texte. La seule question qui vaille, me semble-t-il, aujourd'hui, Madame la Présidente et chers collègues, c'est celle de la sécurité juridique. Parce que dans la réalité, on sait qu'il y a partout en France, les 1er mai, des commerces qui ouvrent, en recrutant et en permettant aux salariés de travailler. C'est une réalité que l'on connaît. Et selon l'origine territoriale, il y a des différences de traitement. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de sécuriser tout cela, sans remettre en cause des droits, naturellement, sans recul sur des pratiques, mais en permettant à toutes les parties prenantes de ce contrat
d'être sécurisé, d'être clarifié. La question qui vaille, c'est de savoir comment on fait, sachant que le 1er mai, c'est dans 20 jours. On a donc 20 jours pour tenter de clarifier, de sécuriser dans l'intérêt de tout le monde. On a la connaissance du délai et on a la connaissance du droit parlementaire. On sait que la meilleure solution à ce stade, compte tenu du délai de 20 jours, c'est de renvoyer ce texte en commission mixte paritaire pour qu'il y ait, dans le délai de 20 jours, dans l'intérêt de toutes les parties, en respectant les droits en vigueur, qu'il y ait effectivement la possibilité de légiférer opportunément pour certes préserver le jour chômé du 1er mai, mais surtout sécuriser celles et ceux qui souhaiteront ce jour-là travailler dans nos territoires. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur Peu, suédois, Bénard. C'est monsieur Bénard et non monsieur Peu, madame la présidente. S'il vous plaît. Alors nous y voilà, afin de satisfaire les exigences et les intérêts économiques de quelques-uns et sous la pression de quelques grandes enseignes, car il faut le rappeler, cette proposition de loi soutenue par le gouvernement marchant main dans la main avec le Rassemblement national veut remettre en cause le 1er mai comme seul jour férié et chômé dans l'année. Défendre le 1er mai, ce n'est pas comme certains le prétendent ici, faire la part belle à l'oisiveté ou à l'assistanat. C'est défendre et faire vivre la mémoire collective, celle des travailleurs que vous méprisez, celle du syndicalisme que vous méprisez, celle du progrès social pour toutes et tous. Non, le travail n'a pas besoin d'être libéré. Depuis 2017, Emmanuel Macron, ses gouvernements et ses soutiens à droite et à l'extrême droite ont suffisamment libéralisé et dérégulé le travail. Travail le dimanche, travail de soirée et de nuit, smicardisation des salariés, réduction des droits syndicaux, recul de l'âge de la retraite. La seule prison dont souffre le travail aujourd'hui, c'est le carcan ultralibéral dans lequel vous l'avez enfermé avec toute la droite. Non, les gens n'ont pas besoin d'être incités à travailler. En revanche, ils ont besoin de tous travailler. Et ils aspirent à une évolution salariale, à des salaires décents, à des conditions de travail respectueuses de leur santé. Non, cette proposition de loi ne protège pas les petits artisans. Elle les livre en pâture, une fois de plus, à une concurrence effrénée des grandes enseignes. Non, cette proposition de loi n'est pas ciblée, comme le prétend M. Attal. Elle concernerait au bas mot 1,4 million de travailleurs. Et non, encore non, monsieur Attal, il n'y a pas d'urgence juridique. Le 1er mai est strictement encadré par le Code du travail et il doit demeurer ainsi par fierté des luttes collectives qui font l'histoire de notre pays. Alors en tant que représentants du peuple, notre devoir aujourd'hui est d'entendre les organisations syndicales qui d'une seule et même voix nous appellent instamment à ne pas laisser passer ce texte scandaleux, régressif et offensant pour l'ensemble des travailleurs. Alors pour contrer votre nouvelle revanche de classe, nous refuserons votre 49.3 parlementaire. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Romain Tonucci. Merci Madame la Présidente. Cette motion de rejet préalable vient répondre directement à la logique d'obstruction systématique mise en œuvre par le bloc de gauche qui, comme à son habitude, refuse par principe tout ce qui pourrait servir l'intérêt des Français. Dans le contexte actuel, chacun le voit, le débat est empêché, parasité et absolument détourné. La LFI prouve à nouveau son absence de volonté de dialogue. Et pendant ce temps, les professionnels concernés, eux, attendent. Ils demandent une chose simple, que nous avancions sur ce texte de bon sens dans l'intérêt général. Les organisations professionnelles l'ont dit clairement. Il faut accélérer, sortir des blocages et permettre une adoption rapide de ce texte attendu sur le terrain. Cette adoption rapide, la gauche s'obstine à l'empêcher de manière insensée. C'est pourquoi, par responsabilité et pour répondre à cette attente concrète, le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette motion de rejet préalable en espérant que cela permettra à ce texte d'aboutir au plus vite pour répondre aux attentes des forces vives du pays. Je vous remercie. La parole est à madame Nicole Dubré-Chirat pour le groupe. Merci madame la présidente. Ensemble pour la République. Alors, il me semble qu'on n'a pas de leçon de démocratie à recevoir d'un groupe qui a une grande maîtrise et expérience du dépôt des motions de rejet et de l'obstruction avec des dépôts d'amendements et de sous-amendements sans lien avec le fond du texte. Quant à certains qui pensent qu'on n'a jamais travaillé, vous tombez mal. J'ai travaillé pendant 41 ans, samedi, dimanche, jour férié, jour et nuit.
Nous voulons débattre de ce texte. Nous avons débattu de ce texte en commission. Nous voulons débattre aujourd'hui de ce texte dans l'hémicycle qui est attendu par des artisans boulangers qui d'ailleurs sont présents et une enquête de la CPME cette semaine a montré que non seulement les salariés, mais les artisans et les citoyens en général étaient en attente de ce texte pour pouvoir accéder aux achats dans tous les secteurs. Donc, vous nous empêchez de débattre, vous êtes des pros du système, mais arrêtez de faire ce genre de manifestation qui n'a aucun sens et qui est délétère pour la fonction de député. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Adrien Clouet. Ce qui va se passer Vous avez la parole, monsieur le député. Oui, mais je bois un petit verre d'eau Bah avant, oui, ça aide. pas de souci. Tranquille. Pas de souci. Présidente, collègues ministres, on le sait, les bourgeois n'ont jamais accepté le temps libre du peuple. C'est l'unique raison pour laquelle vous détestez le 1er mai, le jour du mouvement international pour la réduction du temps de travail. Ce jour, porté par le mouvement ouvrier dont nous, à la France Insoumise, portons l'insigne avec le triangle rouge au revers de notre veste. Et oui, vouloir supprimer le printemps de notre classe, qu'est le 1er mai, c'est être un ennemi de notre classe. À de vos yeux, on le sait, les êtres humains sont des bêtes de somme qui ne sont bonnes qu'à turbiner sans répit pour que des grands bourgeois partent en vacances. Voici pourquoi, avec 20 jours d'avance seulement, vous voulez supprimer un jour chômé et férié depuis 1947. Et vous ne le faites pas par le débat parlementaire, vous le faites par le coup de force. Arrête de hurler, toi, va vendre du muguet si tu veux t'occuper. Vous le faites par des coups de force parlementaires, par des 49-3, pour contourner le débat de notre Assemblée nationale. Et au moment où je parle, il y a une réunion devant l'Assemblée de tous les syndicats du pays, tous, CFDT, CGT, Force ouvrière, CFE-CGC, CFTC, Solidaire, FSU, UNSA, même la Confédération syndicale internationale vous demande d'arrêter avec votre texte. Car ils savent, car nous savons que ce volontariat dont vous parlez n'existe pas. On l'a vu, ce travail le dimanche. Qui peut dire à son patron « Non, je refuse d'aller travailler le jour où tu me demandes de le faire ?» Et nous pensons aussi aux artisans qui vont être en concurrence demain avec les grandes chaînes. Ce que vous faites, c'est un chèque à Interflora pour liquider les fleuristes. C'est un chèque à la Micaline pour liquider les boulangers. C'est ça que vous faites. Un chèque à Cultura pour liquider les libraires. Je ne sais pas s'il y a dans cet hémicycle des actionnaires des grands groupes, mais clairement, ils sont servis. Donc non à votre motion, non à votre motion. Si vous voulez bosser le 1er mai, eh bien, tant pis pour vous. Occupez-vous, promenez-vous, voyez vos enfants et laissez les gens tranquilles. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le président Vallot pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la présidente. Monsieur le président. Madame la présidente, comme disaient les radicaux, sous l'aimable insistance de mes amis, me voici en tribune. D'abord pour dénoncer la méthode. Elle est la constante d'un macronisme au crépuscule, au seuil de faire son bilan accablant d'une politique sociale qui aura massacré les masses pour ne servir les intérêts que de quelques-uns, comme ils continuent de le faire aujourd'hui. Ils ne défendent pas les artisans boulangers de nos bourgs et de nos villages. Ils défendent les chaînes, les actionnaires, les dividendes, certainement pas les droits des travailleurs conquis dans la lutte.
Ils achèvent un peu plus encore la préciosité de ce que nous avons conquis depuis si longtemps. Le respect des partenaires sociaux, le culte du compromis, la nécessité du dialogue social et comme devant l'Assemblée nationale se trouve à l'unisson l'ensemble des organisations syndicales pour dénoncer le coup de force, la manigance, les expédients de garçons de bain. Ça n'est pas possible et ça n'est pas souhaitable. Ne sentez-vous pas dans les profondeurs du pays le désir ardent de concorde, de compromis, d'écoute? Vous préférez le passage en force, vous préférez les manigances de couloir et le gouvernement têtu et entêté continue de vous contempler dans votre désastre. Je le dis, ce que vous proposez aujourd'hui est inadmissible et nous aurions aimé vous le dire en plus de 2 minutes dans une après-midi et dans une matinée que nous avions réservée pour cela ici dans l'hémicycle. Vous ordonnez à chacun de travailler alors que vous ignorez déjà que la moitié des hommes et des femmes qui sont dans l'emploi en souffrent et aimeraient bien travailler parce qu'ils aiment leur métier. Vous ignorez que 20% des Français travaillent pendant leur temps de loisirs. Vous ignorez que 7% des Français travaillent alors qu'ils sont malades. Posez-vous la question de ce bien-être au travail, de la dignité au travail, de vivre dignement de son travail. N'esquivez pas les vrais débats qui sont dans la société, qui nous permettra de mieux vivre ensemble. Voilà ce que demandent les Françaises et les Français. Voilà ce que demandent ceux qui respectent le travail et son œuvre. Voilà pourquoi nous soutiendrons le rejet de cette motion. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame Sylvie Bonnet pour la droite républicaine. Merci, Madame la Présidente. Le groupe droite républicaine défend et défendra toujours la France qui travaille. Et nous agissons concrètement aujourd'hui encore pour la fin des entraves qui touchent les artisans commerçants. L'insécurité juridique que connaissent les boulangers et les fleuristes le 1er mai est symptomatique d'une bureaucratie de notre pays, au mépris du bon sens et de la volonté même des commerçants. Cette situation est incompréhensible pour les professionnels concernés comme pour les citoyens. La proposition de loi issue du Sénat est équilibrée car elle permet aux commerçants de travailler pour les secteurs qui nécessitent une dérogation, tout en préservant la liberté du salarié de ne pas travailler le 1er mai s'il le souhaite. Pour empêcher une adoption conforme à une application dès le 1er mai 2026, certains ici ont lancé un concours Lépine de l'amendement d'obstruction. Nous refusons l'enlisement du débat et l'immobilisme. Sans perdre de temps, la navette pourra ainsi se poursuivre la semaine prochaine en CMP afin de soutenir les artisans de notre territoire et leurs salariés qui souhaitent travailler le 1er mai. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Clémentine Autain pour le groupe écologiste et social. À quoi reconnaît-on les macronistes? Ils osent tout. S'en prendre au 1er mai, jour chômé et payé, symbole du mouvement ouvrier et des conquêtes sociales. Et pour éviter le débat et que la mobilisation de la gauche et des écologistes empêche l'adoption de cette proposition de loi empruntée à LR et soutenue par le Rassemblement national, ils déposent une motion de rejet préalable de leur propre texte. C'est une sorte de 49.3 parlementaire, c'est un coup de force, alors que ce qui se joue, c'est le sort d'1,5 million de salariés, pour l'essentiel des femmes, mal payées. Ce qui se joue, c'est l'ouverture d'une brèche. Ça commence par les fleuristes et les boulangers, puis l'interdiction de travailler devient autorisation pour tout le monde. Ce qui se joue, c'est de servir l'intérêt des grandes surfaces et des chaînes contre les artisans et les petits commerçants. Ce qui se joue, c'est un député ciotiste qui le dit le mieux, une revanche contre les gauchos qui démolissent la valeur travail, ceux qui détruisent le travail, mes chers collègues. Ceux qui détruisent la valeur du travail, ce sont ceux qui abaissent les droits, ce sont ceux qui laissent les profits flamber et les salaires baisser. Quant au volontariat, mais quelle plaisanterie, vous vivez dans quel monde?
le volontariat dans un monde de subordination qu'est le cadre du travail marchandisé, eh bien évidemment que c'est une plaisanterie parce qu'il y a de la contrainte dans ce rapport salarial aujourd'hui. Alors nous nous opposerons de toutes nos forces à cette manœuvre qui n'a qu'un objectif, imposer un capitalisme sans limite où l'exploitation du travail, seule l'exploitation du travail humain fait la loi. Nous, nous défendons le droit au repos, le droit à la vie, la réduction du temps de travail qui est une conquête sociale de haute lutte et un chemin qu'il faut continuer d'emprunter et le respect des syndicats, de tous les syndicats qui s'y opposent et enfin la fierté d'une journée de mobilisation des travailleurs et des travailleuses. C'est à ça aussi que vous vous attaquez. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Croisier pour le groupe Les Démocrates. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Par cette loi, nous avons l'occasion d'envoyer un message à la France des territoires, à la France des artisans, à la France des salariés. Je souhaite leur dire, au nom des députés du groupe Les Démocrates, nous savons ce que vous apportez à la vie quotidienne de notre pays. Nous savons ce que vous représentez pour notre société, pour nos communes, pour nos quartiers, pour notre ruralité. Les boulangers qui ouvrent leurs portes et accueillent leurs clients avant l'aube, les fleuristes qui accompagnent nos joies, nos deuils, nos traditions. N'en déplaise à nos collègues de gauche, ce texte encadre strictement les commerces qui, à titre dérogatoire, peuvent faire appel à leurs salariés. Il protège les droits sociaux des travailleurs. Alors notre groupe souhaite débattre. Nous souhaitons débattre de la vie des Français. Comment prétendre défendre l'augmentation des salaires et dans le même temps refuser aux salariés volontaires la possibilité d'être rémunérés double? Comment maintenir cette hypocrisie selon laquelle les grandes chaînes de restauration rapide, elles, sont ouvertes le 1er mai? Le groupe Les Démocrates souhaite sécuriser nos commerces de proximité, nos artisans, nos acteurs culturels et les salariés qui chaque jour font vivre notre pays. Le groupe démocrate souhaite et souhaitera toujours débattre du quotidien des Français. Nous ne voterons pas cette motion de rejet. Merci Monsieur le député. Sur le vote de la motion de rejet préalable, je suis saisie par le groupe Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Monsieur François Jolivet pour le groupe Horizon et Indépendants. Le groupe Horizon et Indépendants votera cette motion de rejet pour 3 raisons. La première raison, et je remercie beaucoup nos opposants de se saisir de ce sujet, c'est que si nous sommes réunis ici, c'est que la pratique administrative, la doctrine administrative a changé depuis 1 an et demi. J'imagine que chacun d'entre vous ont pu acheter du pain, parfois, et même des fleurs, avant que le corps d'inspection dresse des procès-verbales. Et par ailleurs, ça ne gênait personne. Là, vous vous saisissez d'un fanion. Eh bien, en fait, nous préférons voter cette motion de rejet parce que nous souhaitons que le 1er mai de cette année, nous puissions donner une sécurité juridique aux employeurs et également aux salariés. Monsieur le ministre, le texte que vous avez défendu et présenté nous permet de nous assurer que des sécurités supplémentaires qui n'existaient pas sont offertes aux salariés. C'est la raison pour laquelle nous voterons, bien entendu, cette motion de rejet. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Antoine Valentin. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte du spectacle qui est donné par nos homologues de la France insoumise. Ce matin, des chefs d'entreprise, des salariés sont levés depuis des heures pour travailler. Et vous regardez chanter dans cet hémicycle. Vous regardez demander des suspensions de séance pour vous regrouper à la buvette. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Nous allons voter cette motion de rejet pour permettre à ce texte d'être étudié dans des conditions sereines, parce que c'est une demande des entreprises, c'est une demande des salariés. Et nous n'avons aucune leçon à recevoir de petits bourgeois,
diplômés de Sciences Po et qui rentreront ce soir dans leurs appartements haussmanniens. Donnez des leçons à ceux qui représentent les Français qui travaillent. Vous les avez trahis. Vous prétendez représenter les syndicats. Nous représentons les salariés. Ils sont majoritairement pour ce texte. Et donc, la lutte finale, vous la perdrez et vous la perdez dans les urnes. Et ce texte, il passera parce que c'est une nécessité pour les Français. Nous voterons cette motion de rejet. Il n'est jamais atteint, il faudrait qu'il soit beaucoup plus nombreux. S'il vous plaît. Je suis saisie par la présidente du groupe LFI-NFP d'une demande faite en application de l'article 61 du règlement tendant à vérifier le quorum avant de procéder au vote sur la motion de rejet préalable. Conformément au 3e alinéa de cet article 61, je vérifie que la majorité des députés du groupe LFI est effectivement présente dans l'hémicycle. Je vous demande de vous lever. Donc c'est ça, après. Je constate... Attendez. Pardon. Les députés étant au nombre de 39, je constate que la majorité des députés du groupe LFI-NFP est présente en séance. Je constate que le quorum n'est pas atteint. Conformément à l'article 61 du règlement, le vote aura lieu dans une quinzaine de minutes, dans 15 minutes. La séance est reprise. Avant la suspension de séance, le vote sur la motion de rejet a été reporté en application de l'article 61, alinéa 4 du règlement. Nous allons maintenant procéder au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 225, exprimé 225, majorité 113, pour 120, contre 105, l'Assemblée nationale a adopté. C'est la fin de cet épisode. À très bientôt sur LCP.